On en arrive au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières et des révolutions. Révolution industrielle en Angleterre, révolution politique en France. Alors pour commencer, j'aimerais apporter une petite précision qui vise à vous rassurer par rapport à ce qui va suivre. Ce qu'on va aborder maintenant est un peu complexe, mais aucune inquiétude, je prendrai largement le temps de revenir sur chacun de ces points à plusieurs reprises. Si je le fais pas, c'est que ce point n'était pas si essentiel que ça à la compréhension de l'ensemble. Je vais donc, dans un premier temps, me contenter d'énoncer le cadre ou les notions centrales qui seront mobilisées par la suite. D'après Pierre Mussot, au siècle des Lumières, les 4 grandes composantes de la religion industrielle vont commencer à émerger. L'humanité, le travail, le progrès et l'histoire. On a vu qu'au XVIIe siècle, la nature avait été réduite à une machine, sans conscience ni finalité, et que dans cette représentation, la nature ne faisait qu'obéir à des lois qui la gouvernent. Et puisque Dieu s'incarne dans la nature, la rationalité de Dieu s'incarne aussi dans une nature rationnelle. Au XVIIIe siècle, les philosophes, les savants, mais aussi les premiers économistes, ce qu'on appelle les physiocrates, vont opérer un déplacement. Pour eux, ce n'est plus la nature qui est le lieu de l'incarnation, mais l'homme lui-même. Désormais, on va considérer que, quand l'homme transforme la nature par son travail, il obéit aux lois de l'histoire. En effet, après la nature, c'est l'histoire de l'humanité qui va être vue comme un grand corps qui obéit à des lois qu'il va falloir découvrir. C'est dans ce contexte, par exemple, que Condorcet, le secrétaire général de l'Académie des sciences, a pu prétendre dévoiler les lois de l'histoire comme celles de la nature. Et il a même prédit qu'une science de l'avenir était possible, avec l'industrie, la civilisation et le bien-être comme dernière étape. Dans cette nouvelle représentation, le progrès, qui est assuré par la science appliquée et par le travail de l'homme, remplace la providence et le salut. Désormais, c'est le progrès, et non plus le salut, qui donne un sens à l'histoire, c'est-à-dire qui lui donne une direction et une finalité. À partir du XVIIIe siècle, en effet, le progrès va être associé au progrès économique. Et le progrès économique lui-même est assuré par la combinaison du progrès scientifique et de l'accumulation des richesses. D'une part donc, la croissance des richesses, elle est la finalité même du progrès économique, elle est la réponse à la question du pourquoi. Pourquoi vivre, travailler, se comporter de manière rationnelle, mesurée, disciplinée, civilisée. La croissance des richesses est une finalité démontrable, prouvable. Elle implique la preuve de son efficacité, et cette efficacité légitime la direction prise par l'homme, puisqu'elle mène au final au bonheur de l'humanité. D'une part, le progrès économique est assuré par le progrès historique, qui est lui-même assuré par le progrès scientifique. Le progrès historique nous donne la direction du progrès et donc la réponse à la question du comment. Comment vivre, travailler, se comporter, etc. Et la réponse, c'est en accumulant des connaissances, des techniques et donc, au final, des richesses. On voit donc que le progrès se perçoit toujours sur un mode cumulatif. Qu'il s'agisse du progrès scientifique, historique ou économique, et les trois se combinent,
il s'agit toujours d'une accumulation de savoir, de techniques ou de richesses. Et c'est ce qui lui donne l'avantage d'être quantifiable, mesurable, démontrable, prouvable. Cela permet de vérifier que l'on suit la bonne direction, qu'on applique convenablement les lois de la science, de l'histoire, de l'économie. Peu à peu, on va voir la fin et les moyens, le pourquoi et le comment, se dissoudre, se fondre et se confondre dans l'idée de progrès. Peu à peu, le sens du progrès va offrir à la fois le nouveau discours de légitimité et la méthode pour y parvenir. Enfin, un autre pas est franchi au XVIIIe siècle. On a vu que la rationalité devait s'appliquer à la nature pour en extraire les lois de fonctionnement. De la même manière, à partir du XVIIIe siècle, la rationalité va s'appliquer cette fois à l'histoire, également pour en extraire les grandes lois de fonctionnement. Désormais, la rationalité doit et va s'appliquer aux hommes et à leurs activités, à leur travail et à leur corps. Rationaliser le travail, l'individualiser, mesurer chacun des gestes de l'ouvrier, c'est ce que réalisera la société disciplinaire décrite par Michel Foucault. L'efficacité, toujours économique, repose sur le corps du travailleur qui est rendu efficace dans ses moindres mouvements et jusque dans son hygiène de vie. Au XVIIIe siècle, l'homme est avant tout un producteur et pour être efficace, son corps doit être rationalisé dans son mode de vie, dans son activité, dans son travail, afin de maximiser sa productivité. Donc, au XVIIIe siècle, le récit unificateur de la religion industrielle est presque énoncé. L'humanité fait son histoire par ses travaux, et ainsi elle marche vers le progrès qui se mesure à la richesse ainsi produite. Alors voyons maintenant comment cela a été pensé et appliqué. Alors ça s'est fait dans un premier temps à travers l'école écossaise et le trio David Hume, Adam Ferguson et Adam Smith. Alors ce qu'on appelle les Lumières écossaises au XVIIIe siècle est la rencontre de brillants philosophes, de savants, d'entrepreneurs qui partagent une même vision du monde. Le plus célèbre et le plus emblématique d'entre eux est certainement James Watt. Il fut ingénieur à Glasgow, mathématicien, fabricant d'instruments mathématiques à l'université, chimiste et physicien. Il est souvent présenté comme la figure symbolique de la révolution industrielle britannique. Les Lumières écossaises. Or déjà, ils s'accordent tous sur une même vision de l'histoire. Une vision linéaire par étapes successives qui tend vers un but, une finalité, le progrès. En effet, ils témoignent tous d'une foi inébranlable dans le progrès de la société, et ils associent ce progrès au développement économique. Ils croient donc en la nécessité de développer le commerce, l'industrie et la division du travail. Mais ils sont aussi conscients des effets néfastes des innovations qui apparaissent dans les manufactures et qui réduisent les travailleurs à des bêtes de somme, dépossédés de tout savoir-faire, condamnés à reproduire les mêmes gestes pensés pour eux. Ils se trouvent donc devant ce paradoxe.
alors que la raison devait libérer les travailleurs de leur servitude en allégeant leur peine, elle tend au contraire à renforcer leur abrutissement au travail. Les Lumières écossaises forment une sorte de société informelle, comme l'avait été la Royal Society avant son institutionnalisation. Ils organisent un réseau de coffee house à Londres pour diffuser leurs idées auprès du public. En France, ce sont les salons qui seront les lieux de diffusion des idées nouvelles, avec un vocabulaire plus politique. Ces sociétés et ces clubs rassemblent des intellectuels et des industriels, des savants, des juristes, des hommes d'église et des hommes d'affaires. Elles constituent une sorte d'espace public, non pas civique et politique, comme ça sera le cas en France, mais un espace public économique et industriel directement branché sur la manufacture. Ces sociétés, via des publications, des lectures et de nombreuses manifestations, vont très largement contribuer à diffuser la science dans le milieu industriel et vice-versa. Car il faut bien saisir que la révolution industrielle a été tout autant un mouvement intellectuel qu'industriel. Au sein de l'école écossaise, le grand virage vient surtout du duo David Hume-Adam Smith. Tous deux ont été inspirés par la fable des abeilles de Mandeville. Alors, la fable de Mandeville a été écrite par un philosophe néerlandais au XVIIIe siècle et elle est immédiatement devenue très célèbre et très polémique dans toute l'Europe. Pour Bernard Mandeville, le vice est la recherche égoïste et futile de richesse et de puissance. Mais il ne faut pas le condamner pour autant, bien au contraire, car il produit involontairement de la vertu. En libérant les appétits, le vice apporte une opulence supposée ruisseler du haut vers le bas de la société. Soyez aussi avide, égoïste, dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. David Hume. David Hume, il prolonge l'utopie baconienne. Pour lui, la science doit se mettre au service de l'industrie pour le bien-être quotidien. Pour lui, l'industrie est la garante de la politique. Plus elle est puissante, meilleure serait la politique. La pensée de Hume marque une nouvelle étape dans le mouvement de dévalorisation du politique. Le XIXe siècle ira plus loin puisqu'il réduira le politique à une science de la production. Et puis, à partir du XXe siècle, le management achèvera de le réduire à une simple science de la gestion. Le philosophe Adam Ferguson fut une sorte de passeur entre David Hume et Adam Smith. Il a légué un héritage en tant que penseur de la division du travail. Précurseur du management taylorien, il associe le travail de l'ouvrier à un décervellement qu'il ne déplore pas. Selon lui, l'ouvrier ne doit pas penser pendant son travail, il doit devenir comme une machine sans tête, puisque la manufacture permet de se passer de l'esprit dans l'exécution. Le travailleur est dépossédé de la pensée de son action, qui est réservée aux savants et aux ingénieurs. Pour les savants de l'école écossaise, les effets négatifs de la division du travail sont le revers de ces effets positifs. Tous voient bien que les inégalités s'accroissent et que les travailleurs s'abrutissent encore plus qu'à la messe, ce qui est paradoxal car l'industrie repose sur la rationalité, sur la liberté et elle vise le bonheur de l'humanité
sur Terre, alors ils vont proposer une solution qui, elle aussi, connaîtra une belle postérité. L'État doit intervenir pour limiter ces effets négatifs. Ainsi, par exemple, en instituant une école obligatoire qui pourra à la fois inculquer un savoir rationnel et permettre aux plus méritants de s'extraire de leurs conditions, corrigeant ainsi les inégalités de départ. Que le bonheur de tous soit assuré par la division du travail n'a donc pas à être remis en question.